Donc, nous avons donc travaillé sur ces ateliers depuis un moment et donc Ethel, Céline donc aussi ont donné l'importance, toute son importance à l'entrepreneuriat féminin, donc d'où l'atelier d'aujourd'hui. J'aimerais laisser la parole à Diane, peut-être pour s'exprimer sur cela ou sur autre chose. Hein, à vous la parole. Merci beaucoup, Marianne. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et bienvenue à cet atelier. L'ACFO SDG a la Société économique de l'Ontario à cœur et les femmes qui veulent partir en affaires. Et c'est un beau défi. Il y a de belles choses qui se passent. Alors, je vous souhaite plein succès et bonne soirée. Merci d'être ici. Merci beaucoup, Diane. Donc, j'aimerais juste vraiment, mais très brièvement, présenter donc nos panélistes aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous, bien évidemment, Ethel Côté, qui n'est plus à présenter, donc une femme très présente dans la communauté, impliquée activement en économie sociale et solidaire depuis plus de 35 ans. Donc, Ethel est une entrepreneure, c'est une femme leader en développement des communautés, particulièrement dans les entreprises collectives, donc avec perspective genre en Ontario, au Canada et à l'international. Elle est également présidente fondatrice de Mécénès, qu'elle représente aujourd'hui, fondatrice d'Institut social de l'entreprise collective et sociale, chroniqueuse dans Première en affaires, le droit en affaires et à Rogers, et elle préside également quelques organismes que je ne citerai pas en entier. Donc peut-être un seul organisme que je citerai, c'est le comité femmes SS du RIPES. Donc Ethel, merci beaucoup d'être parmi nous et merci pour ta participation et pour ton ouverture habituelle. Donc nous avons également Marlène Rémy-Télisma, donc c'est une femme aussi d'expérience, femme entrepreneur, professeure au Collège Boréal, campus de Toronto, diplômée en service social, psychoethnologie, anthropologie, sociologie, action et développement économique communautaire. Elle a également 4 ouvrages à son actif, dont le plus récent est intitulé La pandémie de Covid-19 et sa leçon de vie, qui sera bientôt publié en France aux éditions Baudelaire Hachette. Donc Marlène est également récipiendaire de plusieurs prix de reconnaissance, dont le plus récent est celui de Research World Academy Serra, je ne sais pas si je le prononce bien, en octobre 2018 en Angleterre. Et donc l'avantage d'avoir Marlène parmi nous aujourd'hui, c'est qu'elle vient de s'installer à Cornwall. Donc elle va bien évidemment nous parler de son intérêt pour Cornwall et de ses idées pour entreprendre à Cornwall. Merci beaucoup Marlène d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également donc une femme entrepreneur basée à Orléans qui a lancé une entreprise qui s'appelle Mashup Design. Donc, Marie-Chantal Baghia, qui est fondatrice de Mashup Design. Elle est également cliente de la SEO. Marie-Chantal est titulaire d'une maîtrise en communication publique, option relations publiques, qu'elle a obtenue à l'Université de Laval. Et elle est également auteure, entre autres, d'un livre Jeunesse paru aux éditions Vent d'Ouest à Gatineau en 2018. Donc, je vous disais, c'est vraiment vraiment des femmes exceptionnelles. Donc, avec nous également notre amie Hortense Blétou. Donc, Hortense donc, représente l'Université Ryerson et donc c'est une femme qui travaille dans le domaine de la création de partenariats. Donc pour le programme de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. C'est un programme très riche en informations qui prépare les femmes justement à se lancer en entreprise. Elle va nous parler de ce programme et de son intérêt aussi pour les femmes immigrantes. Donc merci beaucoup Hortense d'être ici et merci pour tous les champs de collaboration qu'on arrive à créer avec toi par ton intermédiaire aussi avec Ryerson. Donc juste une petite remarque, nous avons envoyé avant le démarrage de la session donc un tout petit document avec tous les programmes qu'on propose, le programme de nos partenaires et des gens de la place qui aident et soutiennent les gens qui veulent se lancer en entreprise, surtout les femmes. Donc j'inviterai donc les personnes intéressées à donc visualiser ce petit fichier que nous avons concocté. Donc sans plus tarder, j'aimerais quand même laisser la parole à notre amie Ethel Côté pour présenter Mécénès et tout le contenu dédié aux femmes entrepreneurs. Ben, merci beaucoup, Mariam, et bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Oui, ça va? Excellent. Écoutez, ça me fait grandement plaisir d'être ici pour différentes raisons. D'abord parce qu'on se retrouve entre femmes
et qu'on va parler aussi de quelque chose qui me passionne particulièrement, qui est l'entrepreneuriat, savoir entreprendre sa vie, entreprendre les affaires, entreprendre la famille, entreprendre tout, quoi. Et ceci dit, ça a été un plaisir de travailler avec Marianne aussi pour organiser ces webinaires, puis j'espère que ça va être le début d'une grande aventure. Ceci dit, moi, je suis tombée dans le bain de l'entrepreneuriat entre quelques emplois dans le milieu communautaire. Très jeune, j'étais monoparentale et j'explorais toujours, même au sein des organisations, le désir de mobiliser des partenaires pour soutenir vraiment des projets qui étaient importants pour la communauté, pour nous, puis j'ai créé, à ce moment-là, j'ai pas choisi la façon la plus facile. On m'avait conseillé, un avocat m'avait conseillé société par numéro, fédéral, j'étais dans l'événementiel. Et j'ai appris à la dure, hein, monoparentale, 2 enfants, tu te lances en affaires, tu prends le risque, hein, tu te dis, mon Dieu, je vais être capable de payer les fins de mois. Mais ça a tellement bien été qu'il y a eu une croissance trop rapide. Hein, c'est traite de dire ça comme ça, mais et à ce moment-là, il n'y en avait pas de CCO actif, il n'y en avait pas de société économique, il n'y en avait pas, il n'y avait aucune place vraiment que tu pouvais cogner à la porte. J'étais dans la très jeune trentaine et ceci dit, moi, il a fallu que je ferme les portes parce que ça grandit trop vite. Il a fallu que je gère une équipe, puis je me suis dit, c'est pas le genre de vie que je veux vivre, je dormais presque plus. Mais quelle expérience! Puis là, c'est là que je me suis rendu compte, honnêtement, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de l'entrepreneuriat. C'est les femmes qui choisissent d'entreprendre, on a une différente réalité. Ceci dit, entre cette entreprise-là et l'art du développement, j'ai été directrice générale du Conseil de la coopération de l'Ontario, puis de d'autres organisations aussi. Puis à ce moment-là, on donnait des formations. Écoutez, on invitait le monde à venir créer votre entreprise. C'est toujours plus facile en gang. On va créer des coopératives. Là, les femmes, il y avait autant d'hommes que de femmes qui venaient aux sessions. Mais je vous jure, à la fin des sessions, les hommes partaient enrichis du renforcement des capacités, le portfolio sur le bras. Puis il y en a plusieurs qui ont créé des coopératives dans ces années-là. Très peu de femmes ou pas du tout. Puis là, je veux juste être polie en disant très peu, là, parce qu'il n'y en avait pas du tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais les inviter à la même table. Puis on va se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de mal? Puis honnêtement, c'est en jasant avec ces femmes-là que je me suis dit, ben, dans le fond, j'avais comme oublié, moi, ce que j'avais vécu. Ce qu'elles disaient, c'est qu'on comprend. On comprend les étapes. On comprend plein de choses sur qu'est-ce qu'on devrait faire, mais on semble pas prête. C'est comme la marche est trop haute entre ma réalité et le démarrage en entreprise. Et c'est là qu'avec elle, on s'est rendu compte qu'il faudrait peut-être créer 2 ou 3 autres étapes préliminaires en amont pour être capable de vivre. Honnêtement, on a adapté, on a même créé le passeport coopération au féminin au CCA à ce moment-là, qui était un des premiers guides qui a existé en la matière. Et on a vraiment vu une différence. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont créé. Ceci dit, après ça, j'ai créé l'art du développement, finalement, Mécénès, qui se voulait aussi une entreprise d'accompagnement et tout, mais aussi, on avait créé une plateforme de sociofinancement pour les francophones pour aider à mobiliser des fonds. Et en parallèle, on a créé une entreprise d'économie sociale qui est sociale, c'est de la formation en ligne en libre accès, sur tous les sujets qui touchent l'entrepreneuriat, la prise en charge, le développement organisationnel. Mais à travers ma trajectoire, c'est ça, j'ai eu vraiment le privilège de marcher avec plusieurs femmes de tous les âges, de tous les horizons, de plusieurs pays. Et c'est moi qui me sens privilégiée d'avoir eu à les accompagner. Donc là, vous avez quelques visages, presque de tous les continents, puis beaucoup du Canada. Mais Mécénès, c'est quoi? C'est une entreprise que j'appelle une entreprise citoyenne, incorporée au fédéral, francophone, fière de l'être. Et c'est une entreprise qui fait de la formation, de l'accompagnement, qui aide à mobiliser des fonds, donc au financement et investissement. On a mobilisé plus de 19,5 millions sur différents projets. Je fais des études, des plans d'affaires, de la communication, mais ce qui est mon approche, où est-ce qu'elle se distingue? Je suis dans une logique d'empowerment, d'autonomisation, parce que j'ai vécu mon propre vécu, mais j'ai choisi, dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat, d'aider les gens à se découvrir, d'adapter les méthodes d'accompagnement. Et quand je dis adapter à la perspective de genre, c'est que je tiens compte réellement de la dynamique et du vécu des gens pour créer leur projet. Donc là, vous voyez, innovation, solidarité, passion, réciprocité. Je suis vraiment dans une logique idéalement de soutenir l'entrepreneuriat collectif, mais j'accompagne aussi des gens qui vont partir seuls en affaires, mais très souvent, ils vont le faire en collaboration.
Mais ce soir, j'ai deux casquettes. Marianne le dit aussi, c'est que j'ai la casquette de l'ACFO SDG en tant qu'experte en développement économique communautaire et en développement stratégique. Et l'ACFO est en train de... vous avez entendu la présidente tout à l'heure, hein, c'est une ACFO. Une ACFO, absolument, ça travaille au niveau de la promotion de la langue, de la culture, mais beaucoup des ACFO ont choisi d'avoir une approche beaucoup plus globale pour être là pour leur communauté. Et dans les axes, avant même que j'arrive à l'ACFO, il y avait un axe qui s'appelait le développement économique communautaire. Et en peu de temps, il y a plein de choses qui se passent. On a fait des webinaires, exemple celui-ci avec la SEO. On a fait de l'accompagnement des femmes et des hommes qui voulaient démarrer des petites entreprises. On a osé dire, parce que c'était un de mes rêves, mais l'ACFO l'a embrassé, puis finalement, les partenaires de la région l'ont embrassé aussi parce que les femmes, on a plusieurs défis à avoir accès, entre autres, au financement, mais c'est pas juste les femmes, les personnes qui n'ont pas d'histoire de crédit, les jeunes, les gens qui ont une idée un petit peu plus non conventionnelle, mais qui auraient le potentiel de se réussir en affaires. Et avec la Société de développement économique de Cornwall SDG, on a créé le premier fonds de microcrédit pour les francophones, mais qui implique un organisme communautaire. Habituellement, c'est une fondation, habituellement, c'est une société de développement économique. Bien là, non, c'est un ACFO SDG qui travaille avec toute l'expertise de la Société de développement économique pour lancer ce fonds-là. Puis, on est un ambassadeur dans notre région avec une stratégie de commercialisation, de promotion avec Bonjour Welcome, et on continue comme organisation à diversifier nos sources de financement. Donc, c'est avec ces deux casquettes-là que je me retrouve ici aujourd'hui. Marianne, ce qu'elle me demandait, c'est, vu que j'ai accompagné beaucoup de femmes dans ma vie, à un moment donné, tu regardes les histoires de femmes qui sont tellement riches et tellement résilientes et tellement courageuses, puis tellement extraordinaires. Ça me chagrine à chaque fois que j'en vois pas assez d'histoires de femmes qui entreprennent encore écrites, mais ça s'en vient, ça commence à bouger. Mais il y a des statistiques qui nous frappent dans le front, là, mesdames. Hein? Ça, c'est mon petit accent franco-ontarien. Là. Même si les femmes accomplissent 67 des heures de travail, elles gagnent seulement 5 des revenus du monde entier et sont propriétaires de moins de 1 des terres. Ça, c'est à cause qu'on compte le Nord et le Sud qu'on arrive avec certaines statistiques. Sinon, ça sera encore plus terrible que ça. Et 70 des personnes qui vivent dans la pauvreté sont des femmes. C'est encore le chiffre aujourd'hui. Sauf que l'économie dure et pure, comme on la connaît, souvent aussi, elle pas maltraite, mais elle n'est pas si accueillante que ça pour les femmes qui ont le goût d'entreprendre. Les barrières sont assez nombreuses, puis ça a été documenté. Diversity Institute, notre collègue qui va parler tout à l'heure, va en parler. Statistique Canada l'a documenté et tout. Sauf qu'il commence de plus en plus à avoir des chiffres qui montrent à quel point plus il y a de femmes qui entreprennent seules ou avec d'autres, plus il y a de femmes qui sont à la tête d'entreprises ou qui partagent ce leadership-là, qui font partie du processus décisionnel. Dans les très petites entreprises jusqu'à les grandes multinationales, ce sont des entreprises qui se portent mieux, ce sont des entreprises qui réussissent mieux. Donc, il y a toute une réalité avec laquelle on a jonglé. L'entrepreneuriat et les femmes, c'est au Canada, si je m'en vais en Afrique, ça existe depuis toujours. Hein? Les femmes étaient dans le commerce, mais au Canada, moi, de l'ère de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère, ben les femmes, il y avait une certaine incapacité juridique de penser, d'administrer, même si elles le faisaient pour la famille, elles le faisaient au commerce. On fait toujours référence à Desjardins pour les caisses populaires, mais c'est qui gérait la caisse populaire quand M. Desjardins faisait la route pour aller en développer une autre dans un autre village ou aller faire des conférences? C'était Dorimène. Et Dorimène, ben, c'est elle qui l'a géré la première caisse. Puis d'ailleurs, on commence à la reconnaître parce que c'est un des ancrages. Donc, les femmes, depuis très, très longtemps, dans tous les contextes, entreprennent pour différentes raisons, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. On est mené par la passion, on est rationnel, on a beaucoup de rigueur dans notre façon. On rêve, mais on se donne une méthode de travail. Les femmes ont tellement investi dans leur vie, dans leur famille, dans leur environnement, qu'en affaires, elles font la même chose. Puis si on dit, pour les femmes, le travail autonome peut être synonyme d'autonomie économique et de réussite lorsqu'elles sont exclues des emplois traditionnels en raison des restrictions culturelles et des obligations familiales. D'ailleurs, la collègue de Diversity Institute, ça vient de votre dernier rapport, là, il y a la source un petit peu plus loin. Ceci dit, les femmes entreprennent malgré les barrières, malgré les défis. Et les défis sont nombreux, exclusion du marché du travail, la vulnérabilité par rapport à certains
contexte de travail. Puis là, je vous sors certains énoncés, puis je vous ai mis la source en bas au niveau de l'entrepreneuriat chez les femmes immigrantes. C'est encore la réalité. Je donnais des cours, il n'y a pas tellement longtemps, à la Cité pour les immigrants et les immigrantes qui démarrent en affaires, et on entendait encore à quel point il y avait des barrières à l'emploi, des barrières à l'entrepreneuriat, à tout point de vue. Même l'adaptation pour les femmes, l'adaptation d'un contenu pour le renforcement des capacités en tenant compte de la réalité, la double ou la triple réalité des femmes. On reconnaît, par exemple, je suis la première à le connaître, qu'il y a de plus en plus de programmes de formation, il y a de plus en plus d'organisations comme la Société économique, le CCO et plein d'autres qui s'intéressent à l'entrepreneuriat femme, à l'entrepreneuriat immigrant, à l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, tant et aussi longtemps que ça crée de la richesse et que ça fait du bien dans la communauté. Je n'irai pas trop dans le détail parce que vous allez pouvoir avoir le détail, mais toutes les statistiques commencent à démontrer vraiment quelle place les femmes jouent en entrepreneuriat, dans quel secteur d'activité qu'elles se retrouvent. On est encore majoritairement dans des secteurs de services, et on sait souvent que c'est les services qui payent un peu moins. Malgré tout, ça commence à se diversifier de plus en plus. Et on choisit d'entreprendre parce qu'on veut une opportunité, parce qu'on veut trouver un emploi, parce qu'on est insatisfait ou insatisfait par rapport à l'emploi qu'on a présentement, parce qu'on a le goût de travailler à domicile. Et là, avec la réalité du télétravail, ça nous amène toute une autre dynamique. Moi, quand j'ai choisi de démarrer une entreprise, en tout cas lors du développement, j'ai choisi que je la faisais de la maison. J'avais des jeunes enfants à la maison, puis c'était un choix de vie d'entreprendre et de gérer la famille en même temps. Puis il y en a plein d'autres qui ont choisi de faire ça, comme il y en a d'autres qui vont choisir de le faire en ayant boutique, vitrine et tout. Ça demeure que les barrières sont nombreuses et sans doute que notre collègue qui va nous parler de programme de Diversity Institute va pouvoir en faire écho. Il demeure qu'il y a un manque d'appui. Des fois, c'est la famille immédiate, mais des fois, c'est dans l'environnement. Mais pourquoi tu partiras en affaires? Tu n'as jamais fait ça de ta vie. Donc, c'est pas juste les hommes qui l'entendent, il y a les femmes qui l'entendent. Puis souvent, ben voyons donc, tu te sens pas déjà trop occupé? Que pourquoi tu te lancerais en affaires? Souvent aussi, les jeunes femmes ou les femmes qui aimeraient démarrer en entreprise ont peu de modèles. Tu sais, on s'amusait à nommer, moi je fais souvent dans mes ateliers, identifier un entrepreneur ou une entrepreneur qui vous inspire, puis essayez de penser à ses qualités. Ben, je vous dirais que la grande majorité du temps, on nomme des hommes en affaires. Puis c'est arrivé dernièrement. On m'a nommé Oprah, puis on m'a nommé 2, 3 autres femmes, mais rarement. Puis c'est pour ça que le RAF, entre autres, le réseau qui est dans la région d'Ottawa, mais qui s'en vient de plus en plus provincial, travaille à développer des modèles de jeunes femmes qui entreprennent pour être des modèles pour les femmes qui sont encore des jeunes filles qui sont sur les bancs d'école. Le mentorat, le parrainage, le coaching existent, mais on se rend compte de plus en plus que même là, pas juste le renforcement des capacités, mais mentorat, parrainage, coaching doit être adapté. On ne peut pas faire des sessions à des heures que c'est pas plausible. Mariam, quand on parlait de l'heure de cette session-ci, les femmes de la FIF nous disaient il faut la faire en soirée, sinon nous, en pleine journée, impossible, surtout avec le télétravail et les enfants à la maison. Puis là, si on amène à ça toute la réalité du double ou du triple emploi, d'arriver dans un pays, de ne pas connaître les normes canadiennes, de ne pas avoir une histoire de crédit ici, les défis sont très nombreux. Mais il y a plein de pistes, plein de monde qui s'y a à faire. Que ce soit, exemple, le fonds de microcrédit, on ne l'a pas créé pour des nobody, on l'a créé pour du monde, d'une région qui vont avoir accès à du crédit. Idéalement, ça va être des femmes, mais ça va être des femmes, des hommes, des jeunes qui ont le goût d'entreprendre de toutes les cultures. Et il y a un fonds réservé en français parce qu'on sait que les francophones ne penseront pas d'approcher tout le temps cette porte-là en disant, ben non, c'est pas pour nous, c'est pas pour les francophones. Là, il y a de l'argent réservé. Puis, il y a plein d'autres stratégies pour vraiment soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Si j'ai écrit cette diapositive-là, c'est pas été le côté sur le coin d'une table, c'est en discutant avec les collèges, c'est en discutant avec la Société économique, le CCO, plein d'autres intervenants, mais c'est aussi en faisant partie d'un réseau international qui s'appelle Quartier du Monde. Depuis 6 ans, j'ai le privilège d'accompagner des femmes de 8 différents pays sur 3 différents continents et ensemble, on a mis un peu la pédale au fond pour dire qu'est-ce qu'on va créer si on reconnaît qu'il y a plein de barrières puis qu'il y a plein de besoins. Puis on a essayé d'amener un outil, une ressource en complément à ce soutien-là, à l'entrepreneuriat avec une perspective de genre. Donc,
C'est sûr que je suis retournée à mes anciennes amours, à mes amours de tous les jours. Je crois beaucoup dans l'entrepreneuriat collectif et c'est dans une démarche d'économie sociale et solidaire avec perspective de genre que tout ça s'est fait. Et là, je peux vous dire, là, 64 femmes ont mis l'épaule à la roue pour créer ces ressources-là. Chaque année, on avait un forum international. Moi, j'arrivais avec 2, 3 étapes de développement d'une entreprise. Là, les femmes arrivaient de chacun de leur compte. Ah, ça marche pas comme ça chez nous, puis on peut pas traduire ça en Bambara, puis c'est pas comme ça. Puis là, on enrichissait l'outil, l'étape, la ressource. Les femmes retournaient pendant 1 an, le mettaient en œuvre, puis on a construit bloc par bloc la ressource qui est maintenant gratuite et libre accès en ligne, qui est sur l'économie sociale et solidaire avec perspective de genre. Puis pourquoi je me suis investie là, c'est que c'est une économie par ses valeurs et qui croit fondamentalement à l'égalité de genre, qui va se questionner sur ses pratiques. Quand on dit il faut que toutes les personnes qui croient dans cette économie-là, qui y travaillent, qui les créent, ces entreprises-là, doivent avoir le même droit à la décision, au processus démocratique, au partage des bénéfices et tout ça. Donc, les valeurs sont vraiment très, très proches d'une égalité de genre. On crée réellement des entreprises qui durent et qui perdurent. Toutes les statistiques le prouvent. Une coopérative après 10 ans va exister, 65% vont exister après 10 ans comparativement à 35% pour les entreprises privées. Donc, je crois autant dans l'entreprise privée parce que j'en ai eu, mais je crois dans l'entreprise collective. Il faut trouver de la chaussure à notre pied. Et ceci dit, c'est le guide. Donc, à quelque part, ces 64 femmes-là, dont humblement j'en fais partie, on essaie d'amener dans l'équation mondiale un outil qui vraiment, à chaque étape de développement, on amène ce souci-là d'adaptation, qui tient compte quand on fait un diagnostic, quand on fait une auto-évaluation entrepreneuriale, on va se poser des questions un peu différentes, même les questions de base, mais un peu différentes pour aller chercher vraiment ce que la femme apporte dans son projet d'entreprise, parce que très souvent, les femmes sont très critiques à chacune de ces étapes-là et elles vont se diminuer au lieu de vraiment valoriser leurs acquis, valoriser tout ce qu'elles peuvent transférer comme compétences et connaissances. Puis à la fin de la journée, moi, je peux dire que ma pratique d'accompagnement avec plein d'autres entrepreneurs que j'accompagne, je me sers tout le temps de ce guide-là. C'est sûr que tous les outils ne s'appliquent pas à 100%, je l'adapte dans différents contextes, mais c'est vraiment un outil qui est vraiment qui a aidé des milliers déjà de femmes un peu partout dans le monde. Et c'est un outil qui a même servi pour créer des entreprises privées en passant. Là, c'est parce que l'adaptation se fait, c'est juste sur la structure de l'entreprise que pour ce bout-là, pour un choix X, Y, Z, on choisit la meilleure chaussure pour notre pied pour marcher plus longtemps. Hein, c'est ça l'entreprise. Quand on choisit la structure, c'est de choisir la meilleure structure pour nous. Ceci dit, pour conclure, c'est des statistiques de Diversity Institute. Plus de 40% de la population active mondiale se compose de femmes. Les femmes contrôlent 20 000 milliards de dollars de dépenses annuelles de consommation. On a un pouvoir, mesdames. Hey! Puis que j'ai un budget de 20 000 piastres ou que j'ai un budget d'1 million, on a un pouvoir avec lequel on peut prendre davantage de place dans la société et on peut davantage investir dans les entreprises de femmes. On recense plus de 63 millions de créatrices d'entreprises partout dans le monde. C'est du monde à la messe. Puis plus de 98 millions de femmes entrepreneurs qui sont à la tête d'entreprises existantes. Et sur ça, ça met un peu la table. Mariam, tu voulais que je parle un peu d'entrepreneuriat au féminin, le rôle de mécénesse, le rôle de l'ACFO, mais j'ai bien hâte d'entendre les collègues. Merci. Excellent, Ethel. Merci beaucoup de cette intervention. Toujours des interventions de qualité. De toute façon, je pense que tu l'entends à chaque fois, donc tu n'as pas besoin de mon témoignage. Je pense que si on n'a pas de questions particulières sur le contenu que Ethel nous a présenté, notamment sur la partie des défis et puis la réponse aux défis, comment s'y prendre pour justement remonter la pente quand on est en situation de difficulté, quand on est une femme entrepreneur. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, j'aimerais quand même qu'on puisse donner la parole à notre amie Hortense Blétou, qui pourra donc nous en dire plus sur le PCFE et sur ce que ça peut apporter justement aux femmes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat et aussi aux organismes qui apportent du soutien à ces femmes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat. Hortense, à toi. Chantal a une question avant. Ah, Je voudrais savoir, Estelle, quand tu as parlé du micro-crédit, Crédit? oui, on a l'information où pour cela?
Dans ton cas, Prescott Russell, ça serait à la Société de développement économique de Prescott Russell. Ils n'ont pas un fonds destiné pour les francophones, mais ils sont plus francophones que nous, la SADC, dans notre région, la SDG. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec eux autres. On veut leur amener des francophones. Mais si tu appelles John Candy, Oui. appelle-le directement, le directeur général. Je le vois à vendredi. Bon, ben, tu y en parles. C'est lui qui gère la majorité des fonds. Ils ont une variété de fonds à la SDEPR. Et il va se faire un plaisir, j'en suis convaincue, tu le salueras de ma part, pour te parler de ces programmes-là. Ils en ont vraiment une variété. Honnêtement, là, souvent, on va sur leur site, on a tendance à voir la première page, mais il faut vraiment, sur ces sites-là, ils gèrent plus d'un fonds. Il faut vraiment aller gratter là, pour aller voir les autres perspectives. Il y en a pour les jeunes, il y en a pour différents secteurs d'activité. Puis s'ils ne l'ont pas, ils peuvent vous aider à trouver d'autres pas. Parce qu'ils travaillent avec des réseaux d'investisseurs. Puis c'est la même chose avec la Société de développement économique de Stormont, Dundas, Glengarry. C'est des gens qui sont super bien réseautés avec des gens qui mobilisent des capitaux puis qui soutiennent l'entrepreneuriat. Mais les francophones, souvent, on est déconnectés. Donc, il faut juste se reconnecter à tout ça. Parfait. Merci pour ta réponse. Merci de votre question, Chantal. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas tout le monde. Donc, est-ce que d'autres personnes souhaiteraient réagir par rapport au contenu que était présenté? Il me semble que peut-être pas à ce stade. Donc, Hortense, je te laisse prendre les rênes. Merci. En premier, donc je vais partager mon écran. Donc, bonjour, je m'appelle Hortense Blétou. Je travaille avec le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat et je suis agente de développement des partenariats. Donc, merci à la SEO et à la CFO SDG pour ma venue aujourd'hui pour principalement vous partager en fait les recherches du portail de connaissances pour les femmes entrepreneuriat sous la couverte donc du Diversity Institute et je remercie chaleureusement Ethel pour toutes ces références au Diversity Institute. Et vous avez partagé déjà beaucoup de choses dont j'allais parler, mais je suis sûre qu'un rappel fait toujours du bien. Donc, je vais vous parler un peu du mandat et des objectifs du PCFE. Une toute petite définition de l'entrepreneuriat, évidemment des données donc, sur les femmes entrepreneurs, les obstacles pour les femmes et les obstacles additionnels pour les femmes racisées et marginalisées. Je vais minimiser, voilà, pour ne pas me voir. Les entrepreneurs immigrés, donc à la fois hommes et femmes, les atouts, les barrières, les facteurs favorables et les solutions, et tout ce qui est donc intersectionnalité, les femmes entrepreneurs noires, handicapées, en milieu ruraux. Et ça vient de la présentation donc, de notre rapport qui va très prochainement paraître. Donc c'est la nouvelle version 2021 donc, de l'état de l'entrepreneuriat féminin. Et donc on a une présentation dans le cadre de notre conférence annuelle le 25 mars. Donc, c'est les dernières données. Je n'ai pas inclus les femmes entrepreneurs autochtones puisqu'elles ne sont pas immigrées, mais vous en saurez plus et puis je vous parlerai un peu de nos initiatives. Donc, le PCFE, c'est portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Il est aussi plus connu en anglais sous le nom de Women's Entrepreneurship Knowledge Hub. Donc, nous faisons partie du Diversity Institute et de l'Université Ryerson. Nous sommes un projet fédéral qui découle en fait de la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. En anglais, c'est Women's Entrepreneurship Strategy, qui a été débutée il y a environ, je pense, 4 ans. Cette stratégie-là vise en fait à doubler le nombre des femmes en entrepreneuriat d'ici 2025 et évidemment de engager les femmes à participer pleinement à l'économie. Donc, principalement, nous faisons de la recherche, nous diffusons la recherche et également nous soutenons les organisations de soutien. Donc, nous ne travaillons pas directement avec les entrepreneurs. Mais donc, nous avons 10 pôles régionaux de recherche, donc à Vancouver, en Alberta, au Manitoba, à Paro, donc dans le nord de l'Ontario, le milieu de l'Ontario, la capitale nationale, Montréal, Ryerson et l'université locale, Dalhousie en Nouvelle-Écosse et Yukon College. Nous avons plus de 250 organisations partenaires et également, nous servons d'une certaine manière, en fait, plus de
100 000 entrepreneurs francophones et anglophones à toutes les étapes. Également, donc nous partageons la recherche, nous partageons les connaissances, ce qui marche entre les organisations et également qui soutiennent les femmes entrepreneurs. On fait, comme l'a mentionné Ethel, avancer l'analyse du genre et de la diversité pour donc développer les politiques, les programmes et les pratiques inclusives à travers l'écosystème de l'innovation. Également, je vous en parlerai un peu plus, mais on lutte contre les stéréotypes, puisque Ethel l'a aussi mentionné. Les femmes sont dans tous les secteurs en entrepreneuriat. Évidemment, il y a peut-être des secteurs dans lesquels elles sont plus concentrées, mais elles sont intéressées par tous les secteurs. Donc ça, c'est quand même intéressant et important de le mentionner. Et donc, aussi faire reconnaître la réussite des femmes entrepreneurs en entrepreneuriat, en matière d'entrepreneuriat. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'un entrepreneur ou une entrepreneur? C'est quelqu'un qui poursuit l'opportunité sans tenir compte des ressources actuellement contrôlées et également recherche le changement, il réagit, il exploite comme une opportunité. Donc ça, c'est une définition classique, mais évidemment, elles sont toujours vraies. Donc voilà, quelques dernières données que nous avons récemment, donc soit du rapport de 2020, soit du rapport de l'état de l'entrepreneuriat féminin de 2021. Il y a 37,4% des femmes qui travaillent à leur compte au Canada en 2019. Et également, nous avons 13,3% des femmes canadiennes qui sont entrepreneurs en 2016, contre seulement 10% en 2014. Donc, c'est déjà une belle augmentation. Les femmes donc sont motivées par la nécessité, c'est-à-dire plutôt une flexibilité au niveau justement de leur travail. Donc, vous allez voir plus tard, je vais remontrer la même diapositive qu'Ethel avait montré au niveau, par exemple, s'il y a des situations où, familiales où, par exemple, la femme doit rester à la maison, eh bien, ça permet de travailler plus flexiblement à la maison, d'être entrepreneur et évidemment l'opportunité. Il y a 15,16% des PME qui sont majoritairement détenues par les femmes et 92% des PME majoritairement détenues par des femmes sont des micro-entreprises de moins de 20 employés. Et également, elles sont moins, c'est des entreprises qui sont, quand les femmes sont entrepreneurs, elles sont également moins incorporées. Donc voici le graphique que Ethel avait mentionné. Donc, évidemment, l'opportunité attendue, la difficulté à trouver un emploi, l'insatisfaction de l'emploi précédent et la nécessité de travailler à domicile en raison de responsabilités familiales, c'est toutes des raisons qui poussent les femmes plus que les hommes à se lancer en entrepreneuriat. Les obstacles, eh bien, manque d'encouragement, hein, comme l'a dit Ethel également, manque de pédagogie adaptée aux femmes, des absences de modèles, du manque de mentorat et de parrainage. Et d'ailleurs, je pense c'est important de souligner que la SEO a un programme de mentorat qui s'appelle Mentorat SEO, dont je ne sais pas si, Mariam, est-ce que tu veux partager peut-être le courriel de Mareva? Mareva, absolument. Voilà, Mareva qui s'occupe de ça. Donc, si vous avez besoin de mentorat direct, je vous invite à lui envoyer un courriel. Et puis surtout, le mentorat, c'est très important, qu'on soit entrepreneur ou pas, je pense. Le mentorat, surtout si on est immigrante récente ou si on est immigrante même depuis quelques années, je pense que dans tous les cas, c'est à tous les stades, dépendamment de combien de temps vous êtes excusez-moi, dépendamment de si vous êtes immigrante depuis longtemps ou pas au Canada, et même indépendamment de ça, le mentorat, c'est important. Et évidemment, il y a des pratiques d'exclusion dans l'accès au financement et aux services, mais c'est une des choses, nous, dans nos rapports, qu'on essaye de montrer de plus en plus, notamment au gouvernement, et au gouvernement, aux banques et aux organismes de soutien pour les sensibiliser à améliorer leurs programmes et à offrir plus de programmes pour les femmes. Également, la culture des incubateurs et des accélérateurs et ce qu'on pourrait appeler le bro culture dans le domaine de la technologie, qui d'ailleurs, nous avons eu un beau webinaire animé par Mariam en mars dernier sur les femmes dans les STEAM, qui était très, très stimulant. Et puis, les préjugés à la fois explicites et inconscients avec les fournisseurs, les bailleurs de fonds et les clients.
Donc, les obstacles additionnels, excusez-moi, pour les femmes racisées et marginalisées. Donc, si elles ont une famille, souvent relever le défi supplémentaire de soutenir la carrière de leur mari, donc de s'occuper du foyer en essayant à la fois d'avoir un emploi indépendant. Et ça, c'est quelque chose qui a été mentionné très particulièrement on a eu une table ronde avec, des femmes entrepreneurs noires et des organismes de soutien, en novembre et on a fait un rapport, que je vous donnerai dans les ressources, qui a également, vraiment souligné ça, le fait que la culture est, des fois est difficile, enfin ne facilite pas, évidemment, l'entrepreneuriat, à plein temps, puisqu'on a seulement 24 heures dans une journée. Hem, Évidemment s'orienter, dans les, heu pardon, excuse-moi. L'accès au capital, donc sans antécédent de crédit, sans épargne et sans plan d'affaires, il est difficile d'accéder au capital et puis je vous parlerai peut-être plus spécifiquement même pour les immigrants dans tous les cas, et elle l'a mentionné, mais les régulations qui des fois sont aussi, trop strictes ou alors juste des régulations qui sont à comprendre parce que c'est des démarches où des fois le vocabulaire est lui-même, compliqué et puis, je pense que, il y a des Canadiens, natifs, qui le diraient, également aussi. Puis comprendre donc le marketing et les normes canadiennes et puis les préjugés inconscients. Les atouts. Alors souvent, les entreprises créées par les immigrants, donc hommes et femmes, sont des entreprises plus exportatrices, mais évidemment, évidemment, non pas évidemment, mais les hommes exportent plus que les femmes, toujours, malheureusement. Les entreprises exportatrices, sont environ 2 fois plus grandes que les entreprises non exportatrices. Et évidemment, l'accès aux réseaux internationaux procure des avantages concurrentiels, aux entreprises, exportatrices. En plus, du fait que les personnes, immigrantes ont des contacts et des connaissances dans leur pays, qui peuvent être utiles, donc avoir des contacts, à la fois au Canada et dans leur pays d'origine. Et évidemment, ça conduit souvent à un renforcement des relations commerciales entre l'Ontario et leur pays d'origine. Je pense principalement, et bon, c'est un organisme qui n'est pas, spécifiquement, pour le Cameroun, mais je pense à Amina Gerba, qui est au Québec, et qui est fondatrice du Forum Afrique Expansion. Elle est d'origine, du Cameroun, et également, bah, elle, son travail à travers évidemment, Forum Afrique Expansion, c'est justement de tisser plus de liens, commerciaux. Donc ça, c'est un des exemples que je peux vous donner. Les barrières à l'entrepreneuriat des immigrants, donc l'accès au capital financier, on l'a dit, le manque d'antécédents de crédit, le manque de connaissances sur les pratiques commerciales canadiennes, également, bah, comme je l'ai dit, les règles et les règlements qui sont un peu plus, compliqués et surtout, en fait, on voit, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des entrepreneurs, en anglais, c'est, sole entrepreneurship, mais elles sont moins constituées en société, elles sont moins incorporées, que les hommes, peut-être en raison justement du fait que les règles, paraissent, trop compliquées, les règlements, et donc il y a aussi à la fois une côté de peur et à la fois une réalité du fait que c'est pas toujours évident de savoir. Hem Évidemment, tendance de se limiter aux clients, aux employés, aux fournisseurs coethniques et donc, par exemple, une des choses qui avait été mentionnée dans un webinaire, qu'on avait eu, justement en mars également, heu, au niveau, des réseaux, c'est, donc accroître son réseau et ne pas nécessairement rester que, avec, sa communauté ethnique, mais évidemment aller et oser en fait, oser entreprendre, oser aller dans d'autres réseaux. Ça paraît, difficile, mais, ça a permis, par exemple, à des femmes entrepreneurs qui maintenant, réussissent très bien. Donc par exemple, je pense à Amina Gerba, je pense, bah, aussi à Daniel Henkel au Québec parce que c'est les panélistes qu'on avait, hem, de,
d'accroître leur réseau et puis vraiment de trouver dans des endroits où on n'imaginerait pas en fait des opportunités. Donc par exemple, Amina avait aussi, je me souviens, partagé en parlant avec sa coiffeuse qu'elle connaissait bien depuis un moment, elle avait trouvé justement des opportunités et puis de fil en aiguille, les discussions se développe. Donc, ne jamais sous-estimer une bonne conversation avec un inconnu ou une personne qu'on connaît bien. On ne sait jamais où est-ce que les opportunités peuvent s'amener. Donc, en raison de la facilité de communication, du confort des valeurs partagées, mais ça peut toujours changer. Donc là, je sais que nous, on parle plutôt des francophones, hein, bien sûr, mais je pense qu'en Ontario, c'est quand même intéressant d'avoir des compétences en langue anglaise, mais évidemment, si vous êtes immigrante et que votre première langue n'est pas le français, avoir des compétences en langue française est évidemment très important donc, dans la région de Cornwall et au Québec ou en Ontario, puisqu'il y a au moins 600 000 francophones en Ontario. Mais également, la langue anglaise, on est d'accord qu'au Canada, elle est aussi très importante. Le mentorat, comme j'ai mentionné, donc la mise en réseau et également donc, la communication interculturelle, toutes des choses qu'on avait déjà mentionnées. J'ai une question. Oui. Est-ce que je peux te la poser tout de suite ou tu veux que j'attende à la fin? Non, vas-y, Chantal. Le capital financier, quand tu as une niche comme moi qui fait des vêtements adaptés pour les personnes mobilité réduite, j'ai même appelé le BDC pour voir s'ils pouvaient m'aider parce que j'ai une niche bien spéciale. Et ils m'ont répondu que eux, ils aident seulement des grosses compagnies et non des petites compagnies comme moi. Alors, pour les petites compagnies, on peut aller voir qui, quoi. Merci. Je ne sais pas. Si tu permets, Hortense, juste pour répondre à Chantal, mais je pense que c'est Ethel qui va plus nous aiguiller sur ces choses-là. Mais je pense que peut-être les programmes de microcrédit pour les toutes petites entreprises, je pense que ça peut beaucoup aider, notamment le programme dont Ethel a parlé tout à l'heure, et aussi la référence aux différentes SADC. Je préfère quand même que Ethel puisse nous éclairer là-dessus. Exactement. Merci, Maria. Merci, Hortense. Mais oui, Chantal, puis la piste que je t'ai donnée avec John Candy que tu rencontres cette semaine, ça montre que c'est sur une bonne piste. Il y a la Fondation franco-ontarienne aussi qui gère un fonds de microcrédit. Ça dépend du montant que tu as besoin. Moi, quand les gens me disent qu'ils ont besoin d'argent, il faut que je sache c'est combien et pourquoi. Puis après ça, oui, il faut avoir assez de documentation pour justifier que vous seriez une bonne personne pour recevoir le prêt ou le financement. Mais il existe encore du financement. Puis en passant, moi, à ta place aussi, je contactais le Phoenix à Alfred, qui ont déjà eu un programme pour l'entrepreneuriat pour les personnes qui avaient soit une déficience physique ou intellectuelle. Mais vu que ton produit touche des personnes qui ont un handicap, une personne avec un handicap, possiblement qu'il pourrait être nommé des pistes de financement que ni Mariam, moi ou Hortense, on connaît parce qu'on n'a pas eu besoin de les approcher, mais qu'eux autres ont eu à approcher parce qu'ils ont eu des entrepreneurs qui venaient de ces communautés-là avec des besoins spéciaux, mais qui offraient aussi des services, soit à la population générale ou à une clientèle spéciale. Donc, Phoenix? Le Phoenix, oui. Ils sont à Alfred. Si tu cherches, là, c'est le Phoenix. Il y en a juste un organisme comme ça, PHENIX. Mais je vais te mettre le lien. J'ai mis à peu près une douzaine de sources de financement en ligne. Oui. En passant, le financement n'est pas une fin en soi pour partir en affaires. Là. Il faut vraiment, comme Martin se dit, un plan d'affaires et tout le kit, mais un bon canevas d'affaires. Mais ce sont des bonnes pistes. Parfait, merci. Je vais mettre la Fondation Trillium aussi. Fondation franco-ontarienne. Chantal, tu parles anglais, n'est-ce pas? Yes, I can speak in English too, yeah, oui. Okay. Je demande parce que j'ai pas une collègue, on ne travaille pas directement ensemble, mais elle connaît mieux les ressources de tout ce qui est handicap, etc. Donc, je pourrais éventuellement lui demander, on ne travaille plus ensemble, mais lui demander peut-être des ressources plus dans ton coin, on va dire. Je pourrais t'envoyer l'adresse courriel de Chantal Hortense, comme ça tu pourras à ce moment-là. Parce que je l'ai pas eu la dernière fois. Merci.
Donc, Hortense, tu voulais continuer la présentation? Si. Je pense que vous avez eu le temps de le lire, mais l'important aussi, ce qu'il faut se rappeler par rapport aux femmes entrepreneurs, c'est que souvent, il n'y a pas assez de programmes qui sont, puisqu'on sait que souvent, elles sont oubliées ou alors il faut vraiment, en fait, que les programmes visent les femmes entrepreneurs. Donc, l'approche des systèmes au niveau donc, organisationnel et au niveau personnel, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui soient faites spécifiquement pour les femmes entrepreneurs. Ça fait partie alors, de notre tout dernier rapport, donc celui de 2021. On a eu l'occasion l'année passée de faire plus de recherches donc, sur les femmes entrepreneurs noires. Évidemment, des répercussions disproportionnées de la pandémie de Covid-19. Toujours du racisme envers les personnes noires et en plus les préjugés fondés sur le genre. Donc, l'intersectionnalité est très, très, très forte dans ces cas-là. L'absence de modèles de comportement, de mentors, d'encouragement, de parrainage ou de réseau, manque d'information et d'orientation. Toutefois, on a quand même eu la possibilité avec donc, le Black Business and Professional Association, BBPA, CASA Foundation et Deciduous Women Leaders, donc suite à nos tables rondes avec les femmes entrepreneurs noires, à organiser donc un concours de pitch qui s'appelle en français Élévation et en anglais qui s'appelle Rise Up, il y a eu au moins 730 femmes entrepreneurs noires à travers le Canada qui se sont portées candidates et on a eu donc 8 finalistes. On les a quand même accompagnés à travers cette compétition-là puisqu'on leur a offert des ateliers sur 2 jours et également pour celles qui allaient à la prochaine étape du coaching individuel si elles avaient complété leur business model de manière plus complète. Et donc, on a des ressources toujours sur le site riseup.ca. Je vous donne ça aussi dans les ressources. Évidemment, donc, la discrimination systémique, des difficultés d'inclusion et de l'absence de représentation. Donc, je vous reparlerai toujours de notre campagne S'inspirer, se réaliser sous peu, mais de la résilience et de l'innovation. Et pour les femmes entrepreneurs handicapées, facteurs d'attraction et de dissuasion qui en fait facilitent d'une certaine manière et les dissuadent. Il y a quand même 20% des personnes handicapées du Canada qui n'utilisent pas Internet, donc c'est un obstacle pour les entrepreneurs handicapés. Donc, on a eu des tables rondes là-dessus en février. On est en train de préparer le rapport, donc il sera diffusé probablement dans 1 ou 2 mois. Je vous inviterai à aller voir ça dans nos ressources, dans nos recherches sous peu. Je vous laisse peut-être lire ces dernières diapositives et je voudrais également donc, les femmes en milieu rural, elles subissent d'autant plus elles-mêmes de la discrimination. Ça, c'est quelques rapports. Donc, c'est l'indice de l'entrepreneuriat québécois. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a aussi de très récent, qui montre que les femmes immigrantes, plus que les femmes natives, et même plus que les hommes, et pratiquement le double que les femmes natives, ont les intentions de créer une entreprise, même plus du double. Donc, c'est très encourageant, même si on sait qu'à cause de la pandémie, mais les intentions pour les jeunes, les intentions ont quand même baissé, mais les intentions restent fortes pour les femmes immigrantes. Donc, pour les femmes entrepreneurs immigrantes, il y a plus de difficultés. Donc, on avait dit les accès au financement, les programmes de soutien gouvernementaux, trouver un équilibre lié au travail à domicile et plus de pertes de revenus liées au réseautage réduit. Ça, malheureusement, c'est vrai que je pense qu'on est tous conscients qu'être en ligne, c'est plus difficile. Donc, voilà. Et
la chose dont je voulais vous parler un peu plus, donc c'est la campagne S'inspirer, se réaliser, la campagne du PCFE. Souvent, les gens le disent, hein, les gens l'ont dit dans les tables rondes qu'on a eues, on l'entend, et puis je pense que les femmes issues de la diversité, et spécifiquement, diront qu'il y a un manque de modèles, il y a un manque de représentation. Donc, on a commencé une campagne qui s'appelle S'inspirer, se réaliser. On a plus de 1000 femmes entrepreneurs mises en avant. Elles ont en fait, elles ont toutes reçu des récompenses. C'est pour ça que pour l'instant, on commence avec les femmes qui ont reçu des récompenses pour en fait inspirer d'autres femmes à se lancer en entrepreneuriat, pour montrer la diversité donc des profils, des secteurs, de tout ce que vous voulez donc à ce niveau-là, et puis surtout combattre les stéréotypes, parce que encore une fois, l'ignorance, ce genre de choses sont un peu pervasifs, donc s'assurer que cela ne continue pas. Et puis également, je sais que c'est au Québec, hein, mais Femmes et Sœurs, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont essayé justement de mettre en avant, qui ont essayé qui essayent depuis plusieurs années de donner des récompenses à des femmes entrepreneurs. Et par exemple, un de leurs projets, leur campagne, c'est la campagne des 100 femmes entrepreneurs qui justement elles-mêmes essayent d'inclure en fait donc les 17 objectifs de développement durable dans leur modèle d'entreprise. Donc, je trouve que c'est des belles objectifs également, et à suivre plus tard. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hortense, donc, pour cette belle présentation. Donc, beaucoup de nouveautés aussi du côté de PCFE, d'après ce que je vois. Donc, à chaque fois que tu présentes, il y a donc de nouvelles rubriques qu'on peut remarquer. Je ne veux pas donc trop parler. Je donne la possibilité à Chantal de poser sa question. Non, je félicitais, je trouvais que c'était bien fait. Absolument. Donc, Hortense est une habituée maintenant de présentation de l'entrepreneuriat féminin. Donc, elle est bien rodée. Je ne sais pas si nous avons des questions pour notre amie Hortense par rapport à ce qu'elle a présenté. Je profitais également de la présentation pour vous préparer un petit mail avec tout ce que est-elle a partagé avec nous. Il y a énormément de ressources et je vais les envoyer par email de manière à ce que donc, toutes les femmes puissent quand même explorer, creuser encore plus et voir ce qu'elles peuvent trouver, et puis donc faire avancer leurs idées d'affaires. Des questions pour Hortense? Oui, est-elle? Moi, j'en ai une. Moi, la première fois que j'ai vu, puis j'ai entendu, c'était à Impact Hub. Il y a eu une présentation de votre présidente, puis c'est vraiment excellent. Puis j'étais vraiment fière de voir tout ce travail-là qui se faisait chez nous, parce que honnêtement, ce genre de travail-là sur les femmes en entrepreneuriat, on le voyait ailleurs dans le monde, mais pas nécessairement au Canada. Vous avez su mobiliser beaucoup d'organisations aussi, mais je trouve que dans votre équation, ça serait bien de rajouter l'économie sociale et solidaire un peu plus. Je ne sais même pas si c'est déjà intégré, parce que j'en avais pas vu aucune statistique quand il y a eu des présentations. J'en ai pas senti ce soir non plus, mais je trouve que ça serait vraiment une valeur ajoutée, tenant compte que 60% des personnes impliquées dans l'économie sociale au Canada, ce sont des femmes, puis dans plusieurs pays du monde, ça va jusqu'à 80 à 85%. Ce sont des femmes qui portent à bout de bras ces entreprises-là. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant, Hortense, puis que l'outil qu'on a développé à travers tout le réseau, présentement avec le réseau canadien DEC, puis d'autres réseaux continentaux, on va vraiment essayer de former des organisations comme, exemple, la Société économique, le CCO et tout, pour intégrer la perspective de genre dans leur accompagnement et dans leur formation. Puis on va le faire aussi dans les collèges. Là, je l'ai fait à la Cité, puis là, je suis en travail sur un curriculum au Collège Boréal, donc j'essaie d'intégrer puis de contaminer, mais je trouve que ça serait vraiment bien qu'au sein de Diversity, qu'on puisse voir et reconnaître, pas juste amener un chiffre dans la totalité, mais que ce soit un chiffre. On s'est tellement battu à faire reconnaître cette économie-là. Ça serait le fun que le chiffre y soit, mais à côté de l'autre chiffre, pour montrer qu'il y a une autre forme d'entreprendre aussi. Puis merci beaucoup. Donc, c'est plus un commentaire qu'une question. Merci, Estelle. C'est bien, Estelle, que tu as rapporté ça. Tout à fait valide. Donc, Ethel, donc, nous allons passer au témoignage de nos femmes entrepreneurs, notamment Marlène et Marie-Chantal. Donc, Marlène, est-ce que vous
Vous vous sentez prête pour y aller? Parce que je sais que Marie-Chantal est prête, elle. Vous êtes en mute, Marlène, si vous voulez. Marlène, on ne vous entend pas. Là, on vous entend. Oui, ben, je suis prête, mais si vous voulez. Allez-y, OK, s'il vous plaît. Merci Myriam. Merci aussi. Je remercie aussi ETL, je remercie l'ACFO SDG qui est devenu mon ACFO aussi. Donc, depuis que j'ai aménagé à Cornwall. Et je remercie également les participants. Hortense, merci pour cette charmante présentation. Donc, je pense vous avoir déjà vu. En tout cas, il y a eu une présentation HomoFIF par votre entreprise ou votre entreprise de recherche à l'Université Ryerson. Puis, je siège aussi sur un comité de recherche à Ryerson avec Dr. Margaret Santos et puis Dr. Joanne Jean-Pierre. Donc, alors, je sais effectivement que l'Université Ryerson est très impliquée dans le développement et surtout dans l'encouragement auprès des femmes immigrantes. Alors, merci de m'avoir passé la parole. Alors, pour parler un peu de moi, rapidement, parce que Myriam m'avait déjà présenté, donc je suis d'origine haïtienne et je suis mariée depuis vraiment plusieurs années, là, depuis à peu près 45 ans. Donc, puis, j'ai des enfants aussi et des petits-enfants. Donc, alors, je me souviens qu'une fois, quand Ethel était ma prof, et puis, je n'avais pas encore de petits-enfants, puis Ethel me parlait de son petit-fils. Donc, Ethel me parlait comment elle ne peut pas comprendre comment elle arrive à être attachée avec son petit-fils plus que son fils. Puis, mais je disais à Ethel, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où on se sent plus attaché à quelqu'un d'autre que son enfant, son propre enfant, et qu'on a mis au monde? Alors, Ethel, ça fait déjà plusieurs années que je suis en train d'expérimenter ce que toi, tu as expérimenté. Donc, j'ai 4 enfants, puis j'ai à peu près 13 petits-enfants. Donc, j'en ai beaucoup. Alors, merci. Et oui, j'ai vécu à Toronto pendant plusieurs... D'abord, j'ai vécu à Montréal et ensuite, j'ai déménagé à Toronto. Ça fait déjà plusieurs années. La raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles j'ai déménagé à Cornwall, donc je vais en parler un petit peu à la fin de ma présentation. Donc, je n'ai pas préparé de PowerPoint ou de diapositives parce que c'est quand même un témoignage. Et alors, en fait, d'expérience en entrepreneuriat et étant post-diplômée en développement économique communautaire, et tel, c'est mon ancienne professeure. Donc, d'abord et avant tout, j'ai encadré à Toronto des hommes comme des femmes à créer leur propre entreprise, donc des entreprises à but lucratif et aussi des entreprises à but non lucratif. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années à Toronto. Mais ma première expérience d'entreprise, c'était à Montréal. Donc, je me souviens probablement c'était en 1995, je crois, si je ne m'abuse. Puis, j'avais lancé une entreprise avec mon mari à Montréal. Et malheureusement, ça n'avait pas marché parce que, par manque de temps, je travaillais, puis j'étais aux études à temps plein. Mon mari était aussi au travail à temps plein. Donc, il nous manquait de temps pour développer cette entreprise, pour permettre à cette entreprise d'être viable. Donc, finalement on l'avait fermée. Mais on avait toujours gardé cette flamme entrepreneuriale en nous pour qu'un jour, nous puissions arriver à mettre sur pied une entreprise viable, une entreprise pérenne. Alors, quand on a déménagé à Toronto, donc,
on a déménagé à Toronto parce que je devais poursuivre des études. Donc, alors, j'étais aux études. Donc, je ne voulais pas non plus tenter la même expérience pour ne pas échouer une deuxième fois. Donc, alors, on s'était abstenu à nous lancer en entrepreneuriat. Donc, alors, j'avais voulu que je termine, que je finisse et que je complète les études que je voulais compléter, commencer à travailler et ensuite nous lancer, et moi personnellement, me lancer en entreprise, en entrepreneuriat, pardon. Alors, on a recommencé, effectivement, on a recommencé, et on a recommencé, c'était à peu près vers 2010-2011, et on a commencé, on a débuté avec un petit café littéraire. Donc, on avait instauré un petit café littéraire dans notre sous-sol, et puis, mais ce petit café fonctionnait seulement en fin de semaine. Donc, parce que on travaillait, on allait à l'école, mais c'était vraiment un peu intime parce qu'on avait invité des amis, des collègues d'école, des collègues de travail, des collègues d'université pour venir et partager avec nous cette expérience. Et donc, c'est vraiment une petite entreprise qui fonctionnait très bien, qui marchait très bien le vendredi soir, le samedi, ou un jour férié. Donc, alors, on se réunissait avec des personnes pour servir du café et ensuite faire une lecture, choisir un sujet, choisir un livre, nous lisions et puis ensuite nous faisons un compte-rendu de lecture. Donc, alors, c'était un véritable petit café littéraire. Alors, on en avait profité aussi pour faire des expositions parce que mon mari, il est un collectionneur d'objets d'art. Alors, on faisait des expositions, puis on voulait faire découvrir par notre clientèle, par nos clients et nos amis, la beauté de l'art d'autres pays d'ici et d'ailleurs au Canada et aussi ailleurs. Donc, alors, mais ça a continué. Donc, 5 ans après, donc, on a dû déménager de la maison pour aller à un appartement condo. Donc, alors, on ne pouvait pas continuer pour suivre le café littéraire. Donc, on l'avait mis au frigo. Donc, alors, parce que ce n'était pas comme la première entreprise qu'on avait totalement fermée. Donc, on avait vraiment déposé cette entreprise au frigo, mais avec l'intention de la reprendre, mais en plus grande envergure. Alors, mais entre-temps, mon mari, il continuait à collectionner, à commander des objets d'art, de l'argent papier-monnaie partout dans le monde, etc. Donc, nous étions en train de constituer pas notre capital financier, mais au moins notre capital intellectuel et aussi notre capital matériel. Alors, bon, ça se poursuivait jusqu'à aujourd'hui, ça se poursuit. Et finalement, on a visité Cornwall une première fois et on passait à Cornwall quand on allait à Montréal on revenait de Montréal pour retourner à Toronto. Puis on visitait Cornwall, on n'avait vraiment aucune intention de déménager à Cornwall. Mais une fois, j'étais invitée à animer, et pas animer, mais à conduire une retraite des femmes. Donc, alors, ça se passait à Cornwall. Puis, alors, la retraite a duré 3 jours, mais j'avais profité parce que mon mari m'accompagnait parce que c'était aussi son anniversaire, donc je voulais lui offrir un cadeau. Donc, alors, après la retraite, donc mon mari et moi, on est restés 3 jours de plus à Cornwall et dans le NAV. Et puis, donc alors là, on a eu l'opportunité de visiter Cornwall et immédiatement, on est tombé en amour avec Cornwall. Donc alors, mon mari et moi, on s'est dit, bon, on veut acheter une maison à Cornwall, on veut déménager à Cornwall, puis pour recommencer, pour reprendre notre pensée d'entreprise. Et notre pensée d'entreprise, ce n'est plus un café littéraire, mais ce sera un café-musée. Donc, on veut instaurer un café-musée
et à Cornwall, un café-musée boutique, bien entendu, où il y aura la vente de produits, d'objets d'art, et en même temps, que ce soit aussi un café-musée où les gens peuvent venir découvrir, disons, la production, la beauté même des objets d'art du Canada, d'ici et d'ailleurs. Alors, c'est peut-être la raison majeure, l'une des raisons majeures pour lesquelles on a déménagé à Cornwall, parce que on aime Cornwall, on est tombé en amour avec Cornwall. Je sais aussi que j'avance vers ma retraite, donc il va falloir que je prenne ma retraite du Collège Boréal à un moment donné, dans très peu d'années. Donc, on s'est dit, donc, au lieu d'investir à Toronto, d'investir à Toronto, donc, alors, mieux vaut venir investir à Cornwall. Et mon mari, il a déjà pris sa retraite, il est un retraité. Donc, alors, on pourra déjà nous installer à Cornwall et continuer. Nous sommes en train de poursuivre notre travail de préparation, d'instauration et d'implantation de ce café-musée, parce qu'elle s'y connaît très bien parce qu'elle est notre coach. Donc, elle nous coach, elle a déjà commencé à nous coacher. Alors, dans le cadre d'encadrement ou d'accompagnement de personnes, hommes ou femmes, dans l'entrepreneuriat. Donc, j'aime tellement ça d'ailleurs. Il y a une équipe, un groupe de nos diplômés certains de nos diplômés en technique de travail social que j'ai regroupés en coopérative pour se lancer en coopérative, pour constituer une entreprise, une coopérative, une entreprise sociale, une coopérative. Donc, et Ethel, c'est notre coach, et c'est Ethel qui est notre intervenante, notre coach qui nous accompagne. Alors, mais quand mon mari et moi, nous avions créé la première entreprise à Montréal, donc nos enfants ont reçu la piqûre. Donc, la piqûre d'entreprise ou la piqûre entrepreneuriale. Donc, on ne savait même pas si nos enfants allaient devenir des entrepreneurs. Je dois vous dire que nos 4 enfants sont aujourd'hui des entrepreneurs. Nous avons une fille et 3 garçons. Les 3 garçons sont 3 entrepreneurs, et ma fille qui vit à Manhattan, elle vient de créer elle avait déjà créé une entreprise de nettoyage. Donc, elle a changé maintenant en entreprise en ligne. Donc, elle fait la création de jolis, de beaux sacs, de coussins, de tasses, de t-shirts, maillots, etc. Donc, alors, et mon fils aîné, il est un entrepreneur. Il s'est lancé d'abord. C'était la première personne, le premier de nos enfants à se lancer en entrepreneuriat, pardon. Donc, il est un producteur de musique et il est un musicien aussi. Il est un producteur de musique. Donc, alors, tous nos enfants, après avoir vécu avec nous cette première expérience d'entreprise, même si nous avions, je ne dis pas échoué, mais même si nous n'avions pas pu implanter et développer cette entreprise, mais nos enfants, ils nous assistaient, ils étaient témoins que nous sommes des personnes et hackers entrepreneurial. Donc, alors, ils ont été piqués par cette piqûre. Ils ont reçu cette piqûre, et puis maintenant, ils sont tous et toutes, alors ma fille, des entrepreneurs, et j'en suis vraiment fière. Je suis tellement contente, je suis vraiment fière. Donc, je les encourage et à poursuivre dans l'entrepreneuriat. Et croyez-moi, si vous voulez, d'ici peu, quand je dis d'ici peu, donc d'ici la fin de cette année ou d'ici le début de l'année prochaine, vous allez recevoir une invitation pour le lancement de ce café musée boutique, en autant espérons que la pandémie de coronavirus nous permette de le faire. Donc, alors, on prie pour que Dieu nous fasse grâce, que cette pandémie de coronavirus nous donne l'opportunité de pouvoir arriver à accomplir ce beau rêve que nous avons.
Et c'est notre rêve à nous, mais nous considérons ce rêve aussi comme un rêve collectif, effectivement, parce que nous voulons et nous aimerions que ça soit effectivement une entreprise sociale, ce café musée boutique. Alors, je terminerai en disant que pour se lancer en entrepreneuriat, c'est comme si on se ferme les yeux et puis on se lance aussi dans un océan ou dans un fleuve congelé, glacé, ou carrément dans une piscine glacée, congelée. Donc, alors, il ne faut pas avoir peur de se lancer en entrepreneuriat. Donc, ça prend effectivement la passion. Ça prend beaucoup de passion et puis ça prend aussi de savoir oser. Donc, il faut savoir oser. Donc, ne pas avoir peur, comme Ethel vient de le dire tout à l'heure, qu'on ait $20 000, qu'on ait $5 000, qu'on ait $1 million ou $1 milliard. Si on veut se lancer en entreprise, il faut le faire. Donc, il faut le faire. N'ayez pas peur de vous aventurer parce que quand on ose, donc on y arrivera quand même. Donc, alors, il faut savoir oser, ça prend la passion. Et alors, on a besoin du temps aussi pour développer une entreprise, pour implanter une entreprise, la développer aussi, permettre que cette entreprise puisse devenir pérenne. Et aussi, ça prend la motivation et ça prend la vision. Donc, on doit avoir une vision. Notre vision, d'ailleurs, notre objectif, c'est d'implanter et de développer ce café musée. Et notre vision, ce n'est pas d'avoir un café musée boutique uniquement à Cornwall, mais c'est aussi d'étendre notre vision à Toronto. D'ailleurs, nous avons un fils qui commence déjà à travailler sur le projet de café musée à Toronto, qui déjà commence à l'implanter à Toronto. Et je suis certaine qu'on en aura un aussi à Montréal, un à Cornwall, un à Montréal, un à Toronto. Donc, merci. Tu es en mode de silence, tu es en sourdine. J'ai fait comme vous tout à l'heure, Marlène. Je disais merci beaucoup parce qu'on sent cette passion derrière vos propos. Et bravo surtout pour le courage quand même de passer d'une ville comme Toronto à Cornwall parce que vous avez senti cet attachement à Cornwall. Je trouve ça vraiment formidable. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je peux vous dire que vous pouvez compter sur nous. Si jamais il y a une invitation à envoyer, on sera les premiers à la relayer et on sera certainement à Cornwall aussi si jamais la pandémie s'en va. Enfin, quand elle s'en ira. Quand elle s'en ira, effectivement. Donc, encore merci Marlène. J'aimerais passer la parole sans plus tarder à notre amie Marie-Chantal, un très très beau projet à Orléans, un projet très rattaché à la culture, aux sources, aux origines africaines. Donc, Marie-Chantal, c'est à toi. Ok. Je vais essayer de partager mon écran. J'avais préparé un visuel. Ok, je pense qu'on le voit. Là, on le voit. Ok, c'est parfait. Ok, c'est bien parfait. Fait que moi, de mon côté, j'ai juste intitulé en fait ma présentation comme étant la femme immigrante au cœur du développement de sa terre d'accueil, parce que je crois fermement en fait que toute femme immigrante ici doit contribuer et contribue en fait au développement de sa terre d'accueil et surtout de sa communauté. Il ne faut surtout pas penser qu'en tant que femme immigrante, on doit être comme mise de côté ou se sentir en fait mise de côté. Bien au contraire, on a tous les atouts, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir apporter notre pierre, notre contribution en fait à la communauté. Et donc, fait que pour ce qui me concerne, je suis Marie-Chantal Baguia, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et j'aime beaucoup les tissus africains et le pine wax. Donc, fait que c'est autour de cela que j'ai créé mon entreprise qui se prénomme Mashab Design. En fait, Mashab Design, ce sont mes initiales Mashab et j'ai ajouté en fait le terme design. Et donc, pour ce qui en fait concerne cette entreprise, c'est une entreprise en fait de confection d'articles de maison.
Donc, quand on parle d'articles de maison, on parle du salon, à la salle à manger, à la cuisine, à la chambre. On visite en fait toutes les pièces de la maison et chaque article est confectionné ici à partir de ces tissus africains et aussi du pine wax, de par les belles couleurs qu'on a avec ces différents tissus pour apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent à l'intérieur en fait des maisons. Et je confectionne également des projets sur mesure, dépendamment des besoins des différents clients pour pouvoir en fait contribuer en fait à leur bien-être. Et les différents articles que je confectionne vont véhiculer différents messages, comme par exemple le bien-être ou aussi le lien culturel qu'on veut garder chez soi à la maison, ou aussi le zéro déchet, ou encore des articles qui vont nous simplifier notre quotidien. Et donc, comment tout cela a commencé? En fait, tout a commencé en 2015 parce qu'il faut dire que depuis toute petite, j'ai initié différents projets parce que mon père, en soi, il est entrepreneur. Et j'ai initié différents projets, certains ont fonctionné, d'autres pas bien, et ainsi de suite. Et en 2015, je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que je peux bien offrir avec le pine wax, avec les tissus africains, puisque je les aime parce qu'il m'arrive parfois de juste regarder un pine wax et puis d'être comme émerveillé parce que tous ces différents motifs-là aussi racontent des histoires. Il y a beaucoup d'histoires qui sont rattachées au pine wax, tout comme au tissu africain. Il y en a même aussi qui me rappellent même mon enfance. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais offrir avec tout cela? Et donc, j'ai demandé à mon conjoint de me faire parvenir en fait certains articles faits avec le pine wax et les tissus africains que j'allais revendre ici. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé à Québec et nous avons déménagé à Orléans pour des raisons professionnelles. Et donc, comme on peut voir sur ces différentes images, ce sont des articles que je confectionne. On peut voir autant un chemin de table avec des housses de coussin, des traverses de lit, des pochettes à maquillage, des housses de coussin, des gants de toilette. Tout est vraiment fait avec ces tissus et ils sont confectionnés tous ici. Et donc, je vous partage ici certains avis de clients. On a Naomi qui est à Ottawa, qui est satisfait en fait du service à la clientèle, de la qualité du travail, de la créativité. Lisiane qui, pour elle, trouve que les produits mettent de la vie à la maison de par en fait les couleurs. Pour Nadia, c'est vraiment un rafraîchissement pour elle d'avoir ces différents articles faits avec ces tissus riches en couleurs. Et pour tous ceux, en fait, qui veulent entreprendre, pour ma part, je pense qu'un point clé de l'entrepreneuriat, c'est le réseautage. Et c'est d'ailleurs même dans le cadre d'une activité de réseautage que j'ai rencontré Mariam et que je me retrouve ici avec vous. C'est vraiment important, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est sûr que présentement, la situation la rend un peu plus difficile de pouvoir l'avoir en présentiel, mais il est possible aussi de le vivre de façon virtuelle. Et les activités de réseautage vont vous aider également à propulser votre entreprise parce que vous ne savez pas qui vous pouvez rencontrer pour votre entreprise. Ça peut être des partenaires, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients. C'est vraiment un point à avoir dans le cadre de son entreprise. Et comme on peut le voir ici, c'est dans le cadre justement aussi d'une activité de réseautage que j'ai pu faire la connaissance de Jaime, qui est responsable également d'un organisme qui se trouve du côté de Gatineau, mais qui couvre un peu Ottawa. Et ici, je recevais en fait un prix, comment on dit ça même, un prix symbolique pour avoir contribué à la promotion en fait de l'entrepreneuriat immigrant. Et on peut voir Mathieu Nadon ici de Radio-Canada avec toutes les autres personnes qui sont autour. Ce sont des entrepreneurs. En 2019, je peux vous dire que dans le cadre de mon entreprise, j'ai franchi un grand pas, celui de revoir tous mes prix. Parce qu'on a cette fausse croyance-là de penser que quand nos prix sont bas, on va vendre beaucoup plus. Sauf qu'en 2019, j'ai dû revoir tout, parce que je m'étais comme un peu tirée dans les pieds en croyant cela. Mais c'est quelque chose que je vais vous présenter plus en détail dans le cadre, en fait, des défis que je rencontrais dans le cadre de mon entreprise.
Et donc, parlant de défis, le premier défi que j'avais, c'était la production. Comme je vous le disais au début, c'était mon conjoint qui, une fois allé en Côte d'Ivoire, m'avait apporté des articles que j'ai eu à revendre. Sauf qu'une fois sur place, il est arrivé que quelquefois, les clients, en fait, ce n'était pas la couleur qu'ils recherchaient, ce n'était pas la forme qu'ils voulaient, ou encore même la finition n'était pas comme ils le souhaitaient. À un moment donné, la demande aussi devenait grande et c'était difficile, en fait, de répondre de façon spécifique à chacun des besoins. J'ai donc dû apprendre à coudre. Comme souvent les immigrants, beaucoup sont très, très diplômés. Hein. Donc, fait que ils pensent que avec les diplômes, je ne peux pas me retrouver à faire telle ou telle activité. Mais moi, j'ai mis tout cela de côté. Ces bagages de maîtrise, je les ai mis de côté et je me suis retrouvée dans un atelier de couture à apprendre à coudre parce que c'était important pour moi de pouvoir maîtriser en fait la couture pour être sûre en fait de répondre aux besoins de la clientèle ici. La seule chose que je fais venir, ce sont les tissus et les bind wax parce que ce n'est pas fait ici. Donc, avec cela, ça me permet en fait de leur offrir tout ce qu'ils veulent. Et donc, c'est pourquoi je vous disais tantôt que je fais même du sur-mesure. Un autre défi, c'était la promotion. C'est important de savoir s'entourer de personnes et de partenaires et aussi d'avoir les bons outils en ligne pour pouvoir développer son entreprise. Parce que quand on n'a pas les bonnes ressources, les bonnes personnes autour de nous, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut juste nous faire baisser, non seulement dans notre activité, dans notre énergie, dans notre vision. Donc, c'est important d'avoir des personnes qui comprennent en fait les enjeux de l'entrepreneuriat, des personnes qui sont prêtes à vous soutenir, peu importe les défis, peu importe les hauts et les bas, qui sont prêts à vous encourager, qui sont prêts à pouvoir aussi être avec vous pour pouvoir trouver les ressources qu'il vous faut. C'est vraiment important de pouvoir s'entourer parce que quand on n'a pas ces différents éléments, ce n'est pas gagnant pour notre entreprise. Et comme je parlais tantôt aussi du prix, le prix, j'ai dû briser en fait ces barrières limitantes, ces barrières qui font croire qu'il faut vendre à bas prix pour réussir à vendre un plus grand nombre, alors que minimalement, dans le prix, il y a plusieurs façons de pouvoir calculer ces prix, mais quand on tient compte déjà de l'article, comment on appelle, du matériel, quand on tient compte de le temps qu'on met pour pouvoir produire chaque article, quand on tient compte aussi des frais fixes à tenir en compte, tous ces éléments-là sont très nécessaires minimalement pour déterminer en fait nos prix. Et donc, quand on fait cet exercice, on peut se rendre compte que plusieurs en fait vendent leurs produits à rabais. En faisant même cet exercice, je me suis rendu même compte qu'il y a certains produits que pratiquement je donnais cadeau, dans le sens où rien ne couvrait même les charges minimales. Et donc, j'ai dû revoir ces prix. J'ai dû aussi m'enlever ces barrières que j'avais vis-à-vis en fait de ma relation en fait à l'argent. Un autre défi aussi que j'ai, qui est toujours présent, c'est la gestion du temps. Et Hortense en a un peu parlé par rapport à la famille, tout ce qu'il faut avoir à gérer avec les enfants. Mais c'est certain que je m'aide aussi avec un agenda. J'ai dans cet agenda tout ce que j'ai à faire. Et donc, au moins chaque semaine, je planifie tout ce que j'ai à faire. C'est bien important de pouvoir déterminer au moins ce qu'on a à faire dans la semaine. Il y a, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, qui dit que quand vous décidez de planifier votre semaine le lundi, sachez que déjà vous avez perdu la semaine du lundi. La journée du lundi, pardon, vous l'avez déjà perdue. Donc, les dimanches, je planifie ma semaine. Sinon, même mieux, c'est de pouvoir déterminer, en fait, minimalement aux 3 mois, quelles sont les grandes choses qui arrivent pour pouvoir déjà les mettre dans notre agenda pour ne pas être comme qui à chaque fois à la course. Et comme je parlais tantôt du réseautage, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on ne peut pas être en présentiel, mais aujourd'hui, le virtuel nous le permet quand même si c'est difficile, autant profiter de cet accès qu'on a. Parce que même en présentiel, je me souviens que quelquefois, c'était un peu difficile aussi. Hein. On a les enfants à gérer, on a la cuisine, aller à des activités de réseautage en présentiel. Lui, c'était un gros défi
pour moi, il arrivait que quelquefois, j'étais obligée de bien gérer les choses avec le conjoint, sinon, ben, on se retrouve en fait à avoir du mal à gérer nos activités parce que lui aussi, il est entrepreneur de son côté. Et comme on peut le voir sur cette image ici, j'étais à une exposition avec, on a ici le député Steve McKinnon, qui était dans le temps, oui, député en fait fédéral de Gatineau. Et donc, il y a eu en fait plusieurs nouveautés qui ont pris place en fait dans l'entreprise. Comme vous avez pu le voir, ça avait commencé par des housses de coussins et par après, il y a eu des articles qui se sont ajoutés au fur et à mesure. Comme vous pouvez voir à votre gauche, dépendamment de comment on voit l'écran, on a la serviette à cheveux pour pouvoir en fait réduire l'usage en fait du sèche-cheveux qui souvent abîme nos cheveux. On a les tabliers, en fait, chaque tablier, je conçois en fait le design et je les confectionne. Tout à fait à droite en haut, ce sont des sacs à collation ou sacs à sandwich pour les enfants, pour pouvoir les accompagner. C'est pourquoi tantôt je vous parlais en fait d'utilité. On a également des carnets de notes. Ce sont en fait, ici le carnet de notes, c'est vraiment un imprimé. C'est pas le tissu qui est collé, mais c'est vraiment un imprimé. Et celui-là, c'est un motif en fait du Sahel. Et en bas, on a également un exemple, c'est une nappe de table où j'ai intégré, c'est un 2 pour 1, j'ai intégré un chemin de table dans cette nappe. La seule chose qu'ils peuvent enlever, ce sont les napperons. Et continuant aussi dans les nouveautés, je viens d'inclure de nouveaux produits qui sont en fait des produits, des accessoires pour bébés. Parce qu'il y a eu plusieurs clientes qui ont eu à faire recours à moi pour avoir des accessoires pour leur bébé. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas les inclure dans les différents produits que j'ai. Donc, on a maintenant des sorties de bain, des serviettes à épaules pour le haut, des chaussons, des bavoirs, des gants de toilette, des doudous pour pouvoir couvrir en fait bébé. Et donc, fait que ça, c'est tout nouveau. Je suis en train de les mettre tranquillement sur le site Internet, mais ça fait partie maintenant de la nouvelle collection. Il va y avoir aussi des rideaux. Tout cela, vraiment, je reste toujours dans les accessoires de maison pour pouvoir accompagner la femme dans son quotidien. Et dans le cadre des activités de Marshall Design, il arrive quelquefois que j'interviens aussi dans les médias parce que principalement, j'ai une casquette aussi de relations publiques. Ça, c'est le background côté études et travail que je fais. Donc, fait que j'essaie de mettre aussi cela au profit de mon organisation. Donc, j'ai pu intervenir l'été dernier à TV Rogers dans le cadre de la saison estivale où il était question de faire connaître en fait les entreprises d'ici. J'ai été également aussi toujours à TV Rogers dans le cadre aussi du temps des fêtes. J'ai pu intervenir aussi à Radio-Canada à l'émission Les Malins, où il était question en fait de parler du plafond de verre de l'entrepreneuriat chez les immigrants. Donc ça, c'est Marshall Design dans la presse. Et pour continuer, j'ai été finaliste l'année dernière, en 2020, au concours d'excellence du regroupement Affaires Femmes, qui s'appelle RAF, dans la catégorie entrepreneuriat. Et donc, une entreprise a toujours besoin de support, de partenaires comme la SEO pour pouvoir continuer en fait à se développer. C'est bien important, comme je le disais, de pouvoir se faire bien entourer, bien encadrer pour pouvoir continuer en fait de grandir parce qu'au fur et à mesure que l'entreprise grandit, les besoins aussi grandissent et ils sont changeants. Et donc, il faut pouvoir avoir ces différents partenaires-là avec nous pour nous soutenir, pour nous accompagner, sinon ça finit par être vraiment trop. Et donc, dans le cadre en fait de l'accompagnement avec la Société économique de l'Ontario, je suis en transformation digitale, c'est pourquoi je l'ai mis en téléchargement. J'ai pu bénéficier en fait d'un accompagnement pour revoir le site web, pour pouvoir bénéficier d'outils de marketing. Ça, c'est vraiment en cours. Le site web aussi n'est pas encore terminé parce que je travaille avec une équipe là-dessus présentement. Et aussi, j'ai pu bénéficier aussi de séances de photographie pour pouvoir avoir de belles images pour les différents produits et puis pour pouvoir les rendre vraiment plus attrayants, plus intéressants. Donc, comme je disais, c'est bien important de pouvoir avoir de bons partenaires avec nous. Et comme je dis à chaque fois, l'entrepreneuriat,
je le dis à chaque fois aux personnes, c'est un excellent outil d'intégration à la société d'accueil. Pourquoi? Parce que quand on se lance en entrepreneuriat, on a besoin de comprendre le marché. Ben, le marché, c'est là où on réside, notre communauté. Il faut bien apprendre à la connaître. On a besoin de connaître nos clients. C'est qui? Ce sont les gens d'ici. Donc, en faisant ce genre de choses, on n'a pas d'autre choix que de finir par s'intégrer à la communauté, à la société qui nous accueille. Donc, je trouve que l'entrepreneuriat joue beaucoup ce rôle. Et aussi, le deuxième point, c'est que l'entrepreneuriat, c'est également un autre outil où on apprend à mieux se connaître nous-mêmes. Parce qu'avec l'entrepreneuriat, on finit par connaître nos forces, on finit par connaître nos faiblesses. Et en fonction de cela, on essaie de voir ce dont on est capable de pouvoir offrir à l'autre avec qui on chemine, avec qui on réside, ou même avec qui on cohabite. Donc, voilà pour ma part, pour ce que j'avais à vous présenter pour mon entreprise Mashal Design. Et donc, pour me retrouver, c'est mashaldesign.ca. Je suis sur Facebook, sur Instagram et mon courriel, c'est info@mashaldesign.com. Merci. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Très riche contenu. Merci d'avoir pris le temps de faire cette présentation et d'aller sur des points quand même assez importants pour la femme entrepreneur qui souhaite se lancer. J'aimerais juste insister sur un point très important, c'est le travail que tu as fait récemment sur ton site en profitant du programme Digital Main Street que j'ai mis dans le fichier qu'on a envoyé par mail. C'est un programme gratuit donc pour toutes les femmes qui sont déjà en entreprise. Si vous voulez donc améliorer le site, donc il faut juste donc faire la demande, voir si vous êtes éligible et profiter du programme. Je pense que ce que je retiens aujourd'hui du témoignage de Marie-Chantal et de Marlène, c'est vraiment la passion, l'authenticité. C'est vraiment, on sent le don de soi. Donc, c'est pas juste une idée d'entreprise, c'est vraiment qui on est, c'est notre identité qui est mise en avant. Et pour cela, vraiment, Marlène et Marie-Chantal, merci beaucoup de ces très beaux témoignages donc, que vous avez partagés avec nous. On a dépassé de 5 minutes, mais je pense que ça valait le coup. Ethel, je ne sais pas si tu as un mot de la fin pour nous ou quelque chose. Ben, juste remercier tout le monde, remercier la Société économique, la FOSDG, nos panélistes et notre amie Hortense aussi. Mais franchement, il faut des espaces comme ça pour se retrouver. Ouais. Puis, mais là, maintenant, il faut se soutenir, hein? Puis découvrir où sont les entreprises, acheter les produits des unes et des autres. Les grandes chaînes et les grandes chaînes à distance, elles peuvent rester loin, faire des affaires ailleurs, mais nous, il faut se soutenir. Puis vraiment, Marie-Chantal et Marlène. D'ailleurs, Marie-Chantal, j'ai plein de pagnes, moi. Parce qu'à un moment donné, je ne voulais pas que le monde me donne des cadeaux. Les gens ont vu que j'aimais les tissus, donc j'ai un sac plein. Donc, on va parler affaires. Puis Marlène... Quel beau projet, puis j'ai tellement hâte d'aller prendre un bon café à ton musée. Donc, merci Mariam, merci encore Diane, puis merci tout le monde qui sont en ligne. Très bonne soirée. Merci. Merci tout le monde. Merci Marianne. Merci Marianne. Merci Chantal. Chantal, je vais prendre contact avec toi et puis je vais te mettre en contact avec ma fille. D'accord. Vous faites exactement la même chose. D'accord. Bye, bye à toutes. Bye. Au plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci.